Bonjour, merci d'être là. Moi, je suis là pour essayer de vous parler de la seniorité dans les métiers de l'IT. Je m'appelle Benjamin Marron et je suis vieux. Attends. Euh, Ça y est. J'ai commencé à travailler au siècle dernier. J'ai vu naître le web, Java, HTML et JavaScript. J'ai fait des applets, des servlets, des widgets. J'ai codé sans Google et Stack Overflow. J'ai connu AWT, SWT, GWT, JavaFX. J'ai mis en prod sans faire de test unitaire. J'ai mis en prod des vendredis soirs. J'ai mis en prod des vendredis soirs sans avoir fait de test unitaire. J'ai utilisé des écrans avec une résolution dont vous accepteriez même pas sur vos smartphones. J'ai vécu sans conférence de dev. J'ai connu la mémoire en kilo-octets, les processeurs en mégahertz, les modems en kilobits, le disque dur en mégaoctets et les disquettes souples. J'ai connu Philippe Charrière sans barbe et Henri Gomez avec des cheveux. Alors, vieux ou pas vieux? Bon voilà, ça c'était un petit peu pour l'introduction et ma bio. Pour revenir à l'idée de ce talk, en fait, il faut revenir une dizaine d'années en arrière. J'ai 40 ans. Il y a 10 ans, j'ai 40 ans. Ça fait 15 ans que je travaille dans le développement informatique. Si on compte mes années d'études, parce que je suis un pur produit informaticien, ça fait 20 ans que je code. J'ai travaillé dans la région lyonnaise, dans la banque assurance finance principalement. J'ai fait des SS2I, j'ai fait des éditeurs. Et à ce moment-là, ça fait une petite dizaine d'années que je suis chez un éditeur. Ça ronronne, c'est bien, j'ai un poste qui me plaît plutôt pas mal. Mais au niveau technique, c'est pas terrible. En plus, c'était dans le milieu boursier. Donc, s'il y avait l'écart entre mes convictions personnelles et le domaine fonctionnel dans lequel j'étais était de plus en plus grand. Et du coup, je fais une petite crise de milieu de vie, une crise de la quarantaine, dirait ma femme. Et je décide de faire un bilan de compétences, du coup. Moi, ce que j'avais en tête, c'était de partir dans la construction durable et de faire des maisons en bois. L'idée, c'était ça à 40 ans. Donc, je fais mon bilan de compétences qui se passe, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait, donc on fait des entretiens au sein de notre boîte, des gens avec qui on a travaillé, et puis on sonde un petit peu aussi le domaine dans lequel on veut aller pour ceux qui ont cette idée-là. Arrive la fin du bilan de compétences où la personne des bilans de compétences me dit ouais, ça peut être une option, la construction bois, pourquoi pas. Mais quand même, si vous continuez dans l'informatique, ça semble quand même être vraiment ce que vous aimez et ce qui pourrait vous plaire. Donc je dis bon, bah, ok, on va essayer de continuer dans l'informatique. Vu que l'éditeur chez lequel je suis, en termes de challenge technique et de choses comme ça se calme un petit peu, ça ronronne un peu. Pour moi, la solution, c'est de me dire, je quitte cet éditeur, je démissionne et je retourne en SS2I en me disant, eh ben là, je vais avoir plus de challenges techniques, je vais apprendre des nouvelles choses, des nouvelles technos. Et donc, je démissionne, je me retrouve en SS2I et effectivement, contrat rempli, je fais plein de missions différentes, j'apprends le développement Android. Moi qui étais un pur javaïste, je fais du C#, je découvre Angular, je découvre l'agilité. Et je découvre aussi que se prépare une conférence de développeurs en France. Alors pour moi, la conférence de développeurs, à ce moment-là, c'était plus réservé aux États-Unis. D'accord. On y retrouvait des gens comme vous. Et moi, je dis à mon employeur, c'est super, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Il n'est pas complètement fermé à la chose, mais il me dit, ok, t'y vas, mais tu présentes un talk, tu présentes un sujet. Alors moi, je sortais de mon éditeur où ça avait rondé pas mal, j'étais pas forcément sûr de pouvoir présenter un sujet technique. Moi, je me réfléchis un petit peu, je me dis, bah, tiens, pourquoi pas parler de cette crise de milieu de vie, cette crise de la quarantaine. Donc je propose un talk et je me retrouve à Devoc France à faire un quickie sur la question que moi je m'étais posée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut encore être développeur après 40 ans? Donc je me retrouve à parler de qui? À parler de quarantenaires. D'accord. Quarantenaires, c'est des gens qui sont nés fin des années 60, début des années 70.
des gens qui ont vu apparaître la micro-informatique et que la micro-informatique est rentrée dans les foyers. Alors, on ne parle pas encore de PC, hein, c'est des Atari, des Amiga, du Commodore, de l'Amstrad, des choses comme ça. Mais ça permet à des jeunes comme moi, 14-15 ans, de s'initier un petit peu à la programmation. La plupart du temps, c'est du basique. Ces quarantenaires-là, c'est des gens qui sont peut-être père ou mère de famille aussi. Du coup, qui ont un petit peu moins de temps à consacrer à leur job, à s'investir dans la communauté et des choses comme ça. Peut-être pour certains, comme c'est mon cas, s'éloigner un petit peu des centres-villes pour offrir un cadre de vie un peu plus sympa à mes enfants. Et voilà, donc parmi ces quarantenaires-là, dont je vous parle, par exemple, de cette génération-là, on retrouve les créateurs de Google, le créateur d'eBay, Linus Torvalds, par exemple. C'est des gens qui sont nés à la fin des années 60, début des années 70. Donc je fais mon talk, la réponse est bien évidemment oui, hein, à la fin de mon talk. C'est aussi une époque, nous, enfin moi en tout cas, j'ai vu apparaître la micro-informatique donc chez nous, dans nos foyers, mais aussi on voit que c'est dans la vie quotidienne, dans sa globalité. On voit l'informatique qui apparaît. Ça commence à prendre un rôle important, par exemple, au cinéma. C'est-à-dire, avant, un ordinateur au cinéma, c'était une lumière rouge qui parle dans un vaisseau spatial, quelque part dans l'espace. Et là, il y a des films comme War Games ou Jumping Jack Flash, pour ceux qui les ont vus, où vraiment l'ordinateur, pour War Games, c'est vraiment un personnage du film. Et pour Jumping Jack Flash, c'est vraiment, il fait partie de l'intrigue. Même à la télé, les petits génies, ils remplacent James West et Artemus Gordon dans les Mystères de l'Ouest. Hein, il y a vraiment un changement qui s'opère et l'ordinateur prend une place de plus en plus importante dans la vie de tout le monde. Donc je fais mon talk. Je reviens super requinqué de tout ça parce que j'ai rencontré plein de gens super. Sauf que, donc oui, c'est quarantenaires à l'époque. Donc là, c'est en 2015, c'est des chiffres de 2015. Les quarantenaires, ça représente grosso modo 10% de la population, des développeurs, des utilisateurs Stack Overflow en fait. J'ai essayé de trouver une enquête qui remontait suffisamment loin pour pouvoir vous présenter des chiffres. Donc, retour à ma SS2I. Donc, je suis super requinqué et tout. J'ai vraiment envie de mettre en place tout ce que j'ai vu. Il y avait plein de choses intéressantes, etc. Sauf qu'en fait, en SS2I, quand on est quarantenaire, eh ben, les choix d'évolution, ils sont un petit peu limités. C'est soit, on va te dire, bah, ok, si tu veux évoluer professionnellement, il faut que tu deviennes chef de projet. Les chefs de projet, c'est encadrer du monde, c'est gérer des budgets, gérer des délais, les demandes clients, etc. Et moi, c'est pas trop ce qui me fait kiffer. Si on ne veut pas être chef de projet, eh ben, l'autre possibilité, c'est de plus se spécialiser dans le fonctionnel, vraiment partir sur un domaine fonctionnel et faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, des choses comme ça. Chose que moi non plus, je ne veux pas en fait. Moi, ce que je veux, c'est continuer à faire de l'informatique, continuer à faire du dev. Et ça, eh ben, la boîte dans laquelle je suis, elle a un peu du mal à comprendre ça. Et surtout, en fait, elle, ce qui lui pose problème, c'est qu'elle ne sait pas valoriser en fait, des profils comme les miens, des gens qui ont 40 passés, qui du coup ont de l'expérience, du coup il faut les rémunérer un petit peu, mais sauf que s'ils veulent avoir un retour sur investissement, ben, faut qu'ils le vendent cher chez les clients. Et en tout cas, la boîte dans laquelle j'étais, elle ne savait pas trop faire, donc j'étais un petit peu le caillou dans la chaussure. Alors pourquoi, à mon sens, on est dans cet état de fait? C'est que, alors c'est une étude sociologique que j'ai fait moi-même, hein, je n'ai pas fait d'études, rien, etc. là-dessus. Je n'ai pas cherché plus s'il y avait des études qui ont été faites. Je pense qu'aujourd'hui, nos modèles de société, que ce soit dans l'informatique, mais dans tout, en fait, c'est largement et très fortement inspiré de la révolution industrielle et de l'usine. C'est-à-dire qu'on est ouvrier, et si on veut dépasser
cette condition d'ouvrier, eh ben, on est obligé de devenir contremaître, chef d'équipe, etc., etc., et de monter comme ça la pyramide. Sauf que nous, on n'est pas à l'usine, quoi. Très clairement, on n'est pas à l'usine. On ne sera jamais des OS, des gens qui font toujours la même chose, même si je pense qu'il y a un bon nombre de DSI qui aimeraient ça, qu'on puisse faire toujours la même chose. Parce que l'avantage de quelqu'un qui fait toujours la même chose, c'est qu'il est très facilement remplaçable. Or, nous, on ne fait pas toujours la même chose. Et donc, nous remplacer, c'est difficile, et c'est bien ce qui leur pose problème. Donc, moi, je suis vraiment un caillou dans la chaussure. On est quelques-uns. Je suis vraiment un caillou dans la chaussure de mon employeur. Et je me retrouve pendant 3 ans sans augmentation salariale, sans évolution en termes de carrière. Je continue à faire du job que font les juniors à côté de moi, etc. Ça se termine par un burn-out. Et je quitte cet employeur-là parce que je suis arrivé au bout du truc. C'est-à-dire que au niveau challenge technique, c'est pour ça que j'étais allé chez eux, contrat rempli. J'ai découvert l'agilité, du développement mobile, etc. Par contre, en gestion humaine, c'était vraiment, pour moi en tout cas, expérience ratée. Donc je démissionne, et c'est vraiment, quand on dit que la vie, c'est un ensemble d'opportunités, enfin une suite d'opportunités qu'il faut savoir les prendre. Vraiment, dans le même moment, la boîte dans laquelle j'étais, il y avait un petit volet de formation. Donc moi, je donne des formations, et du coup, sur mon profil, sur les réseaux, j'étais consultant et formateur. Et donc, c'est vraiment, je me l'explique toujours pas. Je démissionne, et 2-3 jours après, il y a le téléphone qui sonne chez moi, et donc c'est le patron d'une société qui fait de la formation, et qui me dit: est-ce que tu as envie de tenter le coup? Et moi, pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment le job de rêve. C'est-à-dire que je vais continuer à faire de la technique parce que je vais être formateur sur mes domaines de compétences, plus d'autres. Donc je vais pouvoir continuer à apprendre ça. Mon domaine d'expertise, je vais pouvoir l'approfondir pour vraiment être pertinent dans mes formations. Et puis il y a tout cet aspect-là, justement, de transmission qui est pour moi quelque chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Donc, go, c'est parti, je suis formateur à temps complet. Et du coup, ma valise cabine devient ma meilleure amie. Je fais énormément de déplacements dans toute la France. Et en fait, dans cette France, je découvre qu'il y a un réseau de PME et de PMI partout en France. On ne les connaît pas, on ne connaît pas leur nom, mais qui sont très dynamiques. La preuve, c'est qu'elles forment leurs gens, elles, et qu'elles sont sur des technos, des fois elles sont toutes seules, ou quelques-unes. Et ça, c'est hyper important. J'ai découvert des gens qui faisaient de l'éclairage médical, par exemple, de l'éclairage sans ombre, l'éclairage chirurgical sans ombre. C'est-à-dire que le chirurgien, il peut opérer et il n'a pas l'ombre de sa main qui le gêne. Alors, je pensais que c'était moins d'ombre. Sauf que quand on va en salle de démo, on passe la main et il n'y a effectivement pas d'ombre dessous. J'ai découvert des gens qui font des centrales à enrober en Vallée du Gier, des étiquettes électroniques, comme vous avez à Carrefour, spécialisées pour les pharmacies. Voilà, eux, ils attaquent que les pharmacies. Et ils sont 3 ou 4 en France sur le sujet, bon, voilà, etc. Et du coup, j'ai vraiment adoré ça. J'ai adoré la formation, parce que tous les lundis, j'avais des nouveaux collègues. Je découvrais des nouvelles personnes, je rencontrais des nouvelles personnalités, des nouveaux domaines techniques, des nouveaux domaines fonctionnels. Et ça, c'était vraiment hyper enrichissant. Donc, l'inconvénient, c'est que pas mal de déplacements, des fois 3-4 semaines dans le mois. Donc quand on est, comme moi, à ce moment-là, père de jeunes enfants, il y a des fois où c'est un peu compliqué le dimanche soir de reprendre la valise et de repartir. C'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour les enfants. Et puis l'inconvénient aussi, c'est que tous les lundis, j'avais des nouveaux collègues. Et ça, le fait de ne pas pouvoir capitaliser
sur des relations humaines avec une équipe dans laquelle on peut avancer. Enfin, le nombre de fois où moi, le vendredi soir, je me dis, bah, tiens, je reviendrai bien lundi pour continuer sur le domaine, continuer avec ces gens-là, parce qu'ils paraissent importants. Et du coup, ça me manquait. Parallèlement à ça, quand je dis vive la France, c'est aussi que moi, ce qui m'avait donné envie, c'est Devoxx, c'était la conférence de dev français. Et là, on voit plein de conférences qui apparaissent partout en France. On voit des DevFest, on voit des Mixit à Lyon. Donc des conférences de développeurs, et puis des conférences qui se disent on va essayer de se spécialiser un peu. On a des Agile Tours, des trucs spécialisés dans le DevOps, etc. Et là, encore une fois, ça montre aussi une vraie dynamique de ce côté-là de notre France qu'on aimerait nous présenter comme moribonde, pas au niveau de la tech, etc. Alors qu'en fait, non, c'est pas vrai. En fait, il y a plein d'opportunités en France. Et c'est ça que moi j'ai retenu, en fait, de ce genre de choses. Ça change aussi en dehors de ça. C'est-à-dire que à ce moment-là, on voit apparaître des nouvelles fonctions au sein des boîtes. On voit apparaître des termes de lead tech, lead dev, architecte solution, architecte logiciel, etc. On sent que on essaye de valoriser en fait les profils expérimentés comme les miens. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc on voit que les fonctions changent de nom au niveau des boîtes, mais même les boîtes changent de nom, parce que du coup, les fameuses SS2I, qui n'avaient pas forcément bonne presse, eh ben, ça devient une ESN. Voilà, tout le monde change de nom, donc ça, c'est plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de déplacements, beaucoup de contraintes logistiques. Et puis aussi, il y a eu un moment donné où, sur ma dernière année en tant que formateur, j'ai donné, je crois, 8 ou 10 fois une formation initiation Java. Et en fait, cette formation, je formais les gens à Java 6. C'est-à-dire que je devenais juste un répéteur, en fait. Je répétais mon speech à des gens, mais en fait, je me coupais complètement de ce que moi j'aimais faire, c'est-à-dire la base technique, le développement. Et en fait, ce que je donnais comme formation, j'étais complètement hors sol. Ça n'avait plus de rapport avec la production, et moi, ce que j'aimais, c'est la production. Donc, du coup, retour à ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est quoi? C'est de l'agilité, c'est être intégré à une équipe. Ça, c'est ce qui me manquait énormément quand j'étais formateur. L'agilité que j'avais vue dans ma SS2I, enfin mon ESN, c'était quelque chose que j'ai vraiment découvert, que j'ai mis en œuvre et que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Je sais que je voulais plus travailler en ESN, ça c'était sûr, je me trompe peut-être. Et au contraire, me recentrer sur justement ce tissu de PME, de PMI qui était dynamique et où moi j'avais vu qu'il y avait plein d'opportunités et plein de manières en fait de pratiquer le dev et la techno qui tourne autour. Ça tombe bien parce qu'en fait, à ce moment-là aussi, là où avant on était soit chef de projet, soit consultant fonctionnel, et ben en fait, il y a des boîtes qui disent non, en fait, on va valoriser les carrières techniques. Mon ami Hugo Lassiège, par exemple, chez Malte, il a fait un super talk à Devoxx cette année pour expliquer comment eux, ils l'avaient mis en place dans leur société. Il y a Nicolas Martignol qui a fait des super articles de blog sur comment ils ont mis en place les engineer managers et ce genre de choses. Et donc, du coup, là où avant, on avait deux voies qui étaient ce qu'elles étaient, mais qui ne connaissaient pas forcément une partie de la population, là, on voit qu'il y a une troisième voie qui s'opère. Et ces boîtes qui formalisent, qui essaient de mettre ça en place, en fait, on peut basculer d'une carrière à l'autre, en fait, sans
sans souci. On voit aussi des nouvelles fonctionnalités. On voit apparaître des DevRel, des développeurs advocates, des développeurs évangélistes. On sent que là aussi, il y a une volonté de vouloir revaloriser ce métier de développeur. C'est-à-dire de ne plus considérer le développeur comme un OS, comme un ouvrier à l'époque industrielle, mais vraiment dire le développeur, c'est pas qu'un ouvrier spécialisé, il sait faire autre chose, c'est vraiment un ingénieur. Il faut valoriser ces carrières-là, et ben pour moi, c'est tant mieux, hein. Je tiens à vous le dire. On voit aussi que même au niveau des sociétés de services, on sent qu'il y a une volonté pour certaines de se réinventer. On voit apparaître des boîtes comme Shodo, Codeworks ou Codebusters, où ils essayent d'apporter une nouvelle manière de voir le SN en valorisant vraiment les gens qui y travaillent, en leur donnant la possibilité d'avoir des side projects, d'assister ou d'animer des conférences et des choses comme ça. On retrouve des sociétés comme Sogilis, qui se dit entreprise libérée. Je n'ai pas creusé le sujet. Quand je suis allé les voir, parce que je voulais postuler chez eux, je n'ai pas tout à fait compris le concept. A priori, eux, ils l'ont bien compris. Donc, je ne pourrais pas parler pour eux. On voit même apparaître des coopératives de développeurs, comme les Tilleuls, par exemple, où là, c'est une scope. Vraiment, c'est-à-dire que les consultants sont actionnaires de la boîte. Ça, c'est vraiment intéressant. Je pense. Et je pense que ça va avoir tendance à se développer, ce genre d'initiative, soit au sein de SN qui existent déjà, qui vont peut-être adapter leur mode de fonctionnement, soit on verra peut-être des nouveaux entrants arriver. Donc, si on en revient à notre moyenne d'âge, d'accord, on retrouve nos quarantenaires, d'accord. La proportion de quarantenaires a augmenté, c'est-à-dire que là, en 2022, ça représente un peu plus de 20% des répondants à l'enquête Stack Overflow. Entre-temps, les répondants, ils ont été multipliés par 3 dans Stack Overflow, c'est-à-dire qu'en 2015, il y avait 23 000 répondants, et là, on est à 75 000 répondants. Donc, à relier ça. Par contre, ceux qui auraient dû vieillir, c'est-à-dire les quarantenaires de 2015, donc qui sont les cinquantenaires d'aujourd'hui, c'est plus que 8%, donc on a eu peut-être une petite perte. Encore que, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un delta de répondants. Donc en valeur absolue, on est toujours nombreux, et tant mieux. Pour moi, aujourd'hui, le poste que j'occupe, c'est vraiment la somme de toutes mes expériences. D'accord. Le développement, c'est la plus grosse partie de mon activité aujourd'hui. Mais je fais aussi de l'architecture. Je fais du dev lead. Je suis maître d'apprentissage avec des apprentis. J'essaye d'apporter les bonnes pratiques liées à l'agilité, même si on ne fait pas d'agilité. Je fais du DevOps. Enfin, j'essaye pareil de faire infuser cette philosophie DevOps au sein de mon entreprise. Je ne travaille pas pour un grand groupe. Je ne travaille pas pour une ESN. Je ne travaille pas pour une boîte dont on voit le nom partout. Je ne travaille pas sur des produits dans lesquels il y a un cas. Je ne fais pas de Cube, je ne fais pas de Kubernetes, je ne fais pas de Kafka, je ne fais pas de choses comme ça. Je suis sur mon domaine de compétences. Je fais du Java. On fait du Java, du Spring Boot. On se met à Quarkus et des choses comme ça. Et je travaille dans une entreprise qui fait des hyperviseurs pour des infrastructures de transport. Donc vraiment, je suis dans ce que je voulais, en fait, au sein d'une PME, qui est une filiale du groupe Vinci. Et je m'éclate, en fait.
Je travaille plus. Aujourd'hui, je travaille plus. Parce qu'il y a une maxime qui dit que trouve un boulot qui te plaît et tu travailleras plus jamais de ta vie. Et je suis un petit... Pour l'instant, je croise les doigts, pour l'instant, je suis dans ce cas-là. Je voudrais citer deux personnes que j'ai citées en début de talk, vous ne les connaissez peut-être pas. Je vais citer mon ami Henri Gomez. Avec Henri, j'ai travaillé presque 10 ans. D'accord, quand j'étais chez un éditeur de logiciels boursiers, je travaillais avec lui. Un vrai plaisir de travailler avec lui. C'est lui qui a su m'insuffler cette envie de découvrir des nouvelles choses. Avec lui, on a mis en place de la CI, du Jenkins, des applis web, etc. Chez un éditeur qui faisait que de la S400 avant. Donc aujourd'hui, Henri, il est engineering manager chez Doctolib, par exemple. Philippe Charrière, d'accord, je vous ai dit que je l'ai connu sans barbe. Là, vous voyez, il a plein de barbe. Alors lui, il ne serait pas content s'il m'entendait dire qu'il est dans l'IT. Parce qu'en fait, il est technical account manager et il est en train de devenir customer success engineer chez GitLab. Mais même s'il dit qu'il veut pas, qu'il ne fait pas partie de la technique, en fait, il est hyper actif sur les réseaux, sur Twitter, et il partage énormément de choses sur tous les side projects qu'il peut faire. Et c'est en ce sens-là que je l'ai mis là. Il y a Benjamin Devissa qui est là, dans la salle. Avec lui, je partage un peu plus. Il est architecte solution au groupe SPC. On partage un peu plus qu'un prénom. On partage la même philosophie du travail. On est motards tous les deux. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est sur sa bio Twitter, c'est je code, j'apprends, et des fois je travaille. Comment ne pas parler, moi qui suis javaïste, de Jean-Michel Doudou. Jean-Michel Doudou qui ne fait plus vraiment... Il est CTO chez Oxiane, mais Jean-Michel, depuis 1999, d'accord, pour les plus vieux d'entre nous, il gère un blog sur tout ce qui est Java. Je n'ai pas regardé dernièrement le nombre de pages qu'il y a sur son blog, mais c'est absolument faramineux le travail de vulgarisation et d'évangélisation presque de la techno Java. Et c'est vraiment impressionnant. Comment ne pas citer Sébastien Blanc, qui aujourd'hui travaille chez Red Hat en tant que Director of Developer Experience. Lui, c'est pareil, sur les réseaux, il est hyper actif, il fait des vidéos de fou. L'idée, encore une fois, c'est de vulgariser la technologie. Lui, il est plus orienté sur Quarkus, Kubernetes, etc. Et il amène ce petit grain de folie qui est nécessaire. Alors là, j'en ai mis 5, d'accord? Mais en fait, il y en a plein. Il n'y a pas que ces 5-là. Vous en connaissez tous, vous faites peut-être partie de ces gens-là qui ont 50 ans passés, qui continuent à avoir un job qui est en lien avec la tech et qui aiment ça. Et en fait, aujourd'hui, notre seniorité, à nous, c'est notre plus gros avantage. Donc, vraiment, hein. Et sachons en profiter, sachons en faire profiter les autres. Il y a plein de possibilités dans tout un tas de domaines fonctionnels. Les ESN, maintenant, recherchent, je pense, de plus en plus des gens expérimentés aussi. Dans les PME, dans les PMI, dans les grands groupes, en tant que consultant, en tant que lead dev, etc. Ce que vous voulez, mais continuez à faire après 50 ans, continuez à avoir un job dans la technique et un job qui nous plaît. C'est vraiment... moi, en tout cas, je kiffe mon job et j'ai encore envie de le faire pendant longtemps. En 2013, quand j'ai fait mon talk à la Devox, c'était « Peut-on être encore développeur à 40 ans ?» Il y avait un point d'interrogation. Si vous avez fait attention au titre de ce talk-là, c'est « Développeur à 50 ans », il n'y a plus de point d'interrogation. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je voulais juste mettre des photos de Philippe Charrière sans barbe et d'Henri Gomez avec des cheveux, mais c'est trop vieux. J'en ai pas trouvé. Je suis désolé. Merci. Si vous avez des questions, si je ne vous ai pas endormi, vas-y. Est-ce que vous allez revenir dans 10 ans? Est-ce que je vais revenir dans 10 ans? C'est la question que je me pose. En fait, aujourd'hui, je ne me pose plus de questions. Là où il y a une dizaine d'années, j'étais vraiment... parce que justement, il y avait un grand écart entre ce que moi je voulais faire et le domaine fonctionnel dans lequel j'exerçais. C'est vraiment ça, en fait, qui m'a dit que c'était peut-être plus ce que j'avais envie de faire. Et là, avec le job que j'ai aujourd'hui, en fait, je ne me pose pas la question de savoir ce que je ferai dans 10 ans. On verra. Je serai peut-être encore dans le monde de la tech. Je serai peut-être chef de projet, je serai peut-être responsable d'affaires, je serai peut-être gérant d'une maison d'hôte. J'en sais rien, en fait. Mais je ne me pose plus la question. Bon. Vous avez faim, vous dormez, je ne sais pas. Allez, Benjamin, vas-y. Prendre après 50 ans. Ah, la question de l'apprentissage. Eh ben en fait, on a eu une super keynote d'Aurélie. Et si moi, aujourd'hui, je kiffe aussi mon métier, c'est que justement, je continue à apprendre des choses. C'est-à-dire que le métier, aujourd'hui, comme je le pratique, je suis maître d'apprentissage. Donc, j'encadre des alternants. Et eux, ils voient des nouvelles choses à l'école. Nous, tu vois, pendant longtemps, la boîte dans laquelle je suis arrivé, quand je suis arrivé, la gestion de dépendance en Java, c'était une clé USB qui se passait d'un bureau à un autre. D'accord. Donc quand je suis arrivé, je dis, bah, attendez, on va essayer d'améliorer un peu les choses. C'était il y a 4 ans, hein, je tiens à le préciser, c'était il y a 4 ans. Et du coup, tu vois, on a mis en place, on essayait de mettre en place une CI, de l'intégration continue, des tests unitaires, des choses comme ça. Donc ça, c'était des... Là, j'ai capitalisé sur ce que je savais faire, parce que je l'avais déjà fait avant. Et là, tu vois, se pose la question de faire du Quarkus, par exemple. Et donc là, on est j'ai un collègue qui est... Moi, je suis lead dev, et j'ai un collègue qui est lead tech, donc qui est plutôt sur les outils et des choses comme ça. Et donc, on est tous les deux, et en fait, on apprend. Voilà, on passe sur Quarkus, voilà, comment ça marche, etc., etc. On se pose la question de faire de la containerisation, donc du coup c'est pareil, on apprend des choses. Mon employeur, pour l'instant, je lui en serais gré, c'est qu'il sait qui je suis, il sait ce que je veux faire, il sait ce que j'apporte à la boîte, et du coup il me permet d'être là, par exemple. Et il nous permet justement d'avoir ces petits bouts d'expérimentation sur des projets. Et ça, c'est vraiment bien d'avoir aussi la confiance des gens pour qui on travaille. C'est quelque chose d'important et aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir. Donc, c'est côté maison. Est-ce que la maison en bois est vraiment abandonnée? Ouais. Définitivement. Ouais, alors, en fait, pour tout te dire, il y a un truc qui m'a fait réfléchir. C'est j'étais allé à un salon pro quand je faisais mon bilan de compétences. Et du coup, j'avais discuté pas mal avec quelqu'un qui était sur un stand. Et donc, je lui explique mon projet, machin, etc. J'ai 40 ans, je ne me vois pas faire de l'informatique encore à 50 ans, etc. Et donc, je lui dis, moi, j'aimerais bien être conducteur de travaux dans la construction bois. Et donc là, la dame, elle avait l'air intéressée, machin, etc. Et elle me dit, mais vous ne voyez plus faire de l'informatique à 50 ans, mais est-ce que vous voyez sur un chantier à 50 ans? Et là, ça remet des choses en perspective. Voilà. On se dit pourquoi pas. Alors, je vais faire un peu de pub, mais si je veux faire de la pub, je vous ai dit, je suis dans l'industrie. Donc voilà. Ça, c'est. Si vous voulez voir le nom de mon employeur, je suis obligé de mettre ça.
parce que c'est celui que je porte quand je vais sur le terrain. On fait des infrastructures de transport, donc du coup, on intervient dans les... Enfin, moi pas trop, mais on peut intervenir dans les tunnels, dans le métro, et des choses comme ça, donc on est obligé de porter le gilet orange. Moi, j'ai une petite question. À travers ta carrière, on dit toujours que les nouvelles générations sont pires que les anciennes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le ressens ou pas? Ou c'est différent? Est-ce que c'est compliqué? Pire? Pire en quel sens? Je sais pas, on dit toujours la prochaine génération est pire que la précédente, la nouvelle fournée de développeurs est encore moins compétente que la précédente. Et... Est-ce que je peux ne pas répondre? Ok, oui, Enfin, il n'y a pas de souci. Non, moi j'ai de la chance, c'est que les jeunes qu'on intègre, c'est nos alternants. Donc on a vraiment eu le temps de les faire monter en compétences et de leur faire partager ce que nous on sait, de comment on voit le métier et des choses comme ça. Donc, en tout cas, ceux que nous, on a chez nous, je ne pourrais pas dire qu'ils sont pires. Après, j'essaie de dissuader mon gosse qui est en classe prépa de basculer vers la filière informatique, mais par contre, lui, il s'éclate à ça. Et il m'éclate aussi la tronche parce que lui, il fait du Rust, il fait, enfin voilà, tous les trucs super au goût du jour, auxquels moi, que quand on est dans l'industrie, c'est difficile de mettre en place. Même si mon collègue Lead Tech, merci, il pousse pour qu'on fasse du Rust. Donc je ne désespère pas qu'un jour, je me retrouve à coder 2-3 lignes de Rust. Oui, non? Eh ben merci. Merci à vous.